Bonjour et bienvenue sur Solo to CEO, le podcast qui aide les entrepreneurs à passer du chaos à la croissance structurée. Je suis Aurélia, l'hôte de ce podcast et OBM. J'aide les infopreneurs à croître en les déchargeant de la gestion opérationnelle de leur bise. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Gilles dans cet épisode. Et Logique, comment tu vas? Hello Aurélia, ça va très bien, merci de ton invitation. Superbe. Ben écoute, Gilles, je te propose pour commencer de nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Vaste question. Donc je suis mentor, enseignant en développement personnel et spiritualité depuis plus de 25 ans. Et j'accompagne les personnes à s'épanouir finalement, à développer leur potentiel et à oser incarner leur note à la surface de cette terre par plein de biais différents. J'organise à la fois des voyages où je les amène nager avec les dauphins et les baleines. Je fais des formations pour des thérapeutes, mais aussi à destination des particuliers. Et puis des accompagnements one-to-one un peu plus engagés, que ce soit avec des professionnels qui cherchent à croître aussi, mais sans mettre forcément le curseur sur la structure ou des stratégies, mais plutôt sur qu'est-ce qu'ils vibrent. Et puis aussi avec des particuliers qui ont peut-être des problématiques à solder. Trop bien. Et justement, parce que tu parles de dauphin, et c'est vrai que j'ai remarqué dans tes posts que tu parles souvent. Alors, il y a deux mots-clés pour moi qui ressortent, c'est la joie Ouais. et le dauphin. Ouais, pour moi, c'est intimement lié. C'est vrai que à la base, moi, je n'étais pas versé spécialement sur les dauphins et à la fois, ils ont débarqué dans ma vie en 2007 et ils l'ont littéralement révolutionné. Je suis pas allé à leur recherche, c'est eux qui se sont pointés, on va dire, et ça a été un basculement. J'ai quitté mon ancien travail, et je me suis consacré à cette énergie qui m'a fait tellement de bien et qui, depuis, a fait tellement de bien à des milliers de personnes que j'ai pu accompagner. Et c'est vrai que du coup, ils sont au cœur même de tout ce que je transmets, effectivement. D'accord. Et c'est où que tu fais ces immersions? Dans Alors, quel... il y a plein d'endroits différents dans le monde. Le plus souvent, c'est en mer Rouge parce que c'est the spot mondial pour pouvoir vivre une connexion avec eux de manière idéale, on va dire. Mais je l'ai déjà fait aussi à Hawaï, au Kenya, en Polynésie, bref, dans plein de lieux du monde. Et puis, il y en a d'autres qui sont à venir. Donc, il y a des destinations qui changent chaque année et puis une qui reste la même, qui est la mer Rouge. J'organise plusieurs voyages chaque année. Trop bien. Trop bien. Et tu l'organises à raison de quelle fréquence par an? Ça dépend. Pendant un moment, je faisais 3 à 4 voyages par an. Cette année, par exemple, j'en fais 2. Voilà, ça dépend un peu. Là, j'ai énormément de formations en ligne et en présentiel. Donc, 2, c'est un bon. Là, je fais Mer Rouge. Je pars la semaine prochaine avec un groupe de 30 personnes. Et en novembre, je pars à Nosy Be, à Madagascar, avec un autre groupe où là, ça sera requin-baleine et puis d'autres expériences avec, bien sûr, un séminaire de développement personnel sur place. Et voilà. Oh là là. Ben écoute, moi ça m'intéresse en tout cas. Bah, J'irai regarder tout ça. Ok, très bien. Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es senti complètement bloqué ou dépassé dans ton business? Et comment tu as surmonté ça? Il y a plein de fois, en fait, où ça a été le cas, et plein de fois aussi où j'ai surfé flirté avec le burn-out, parce que je crois déjà que moi, j'ai pas entrepris en voulant être entrepreneur, en fait. Contrairement à beaucoup de personnes, j'étais plutôt dans une notion du service, qu'est-ce que j'ai à apporter, et pas qu'est-ce que ça peut me rapporter. Et du coup, ça a été vraiment un cheminement, et je crois que ça l'est encore, à vrai dire. C'est un questionnement de tous les instants et un recalibrage de tous les instants, de trouver ce juste équilibre entre qu'est-ce que j'ai à cœur de donner et jusqu'où je vais sans m'oublier, sans tomber dans l'aspect sacerdotal ou sacrificiel, et jusqu'où je peux accompagner largement des personnes sans que ce soit à mon détriment, en fait. Et, euh, et comme je suis un créateur qui crée beaucoup des tableaux, des livres, des oracles, des formations, etc., je suis toujours traversé par énormément de choses que j'ai envie d'accoucher, de mettre au monde, de transmettre, de partager. Et à la fois, ben, j'ai ma condition humaine, j'ai mes limites en termes de tonus, de vitalité et de rythme, et puis de vie personnelle aussi. Et j'ai eu souvent tendance à rogner sur la vie personnelle au bénéfice de cette vocation qui me transcendait totalement. Et je dirais que les blocages, eh ben, ça a été en termes déjà de timing, de corps qui s'arrête aussi parfois et qui dit ben, là, c'est plus possible, il faut se reposer. Parce que je suis plutôt machine de guerre qui bosse 7 jours sur 7, qui prend pas forcément des vacances tellement il est pétri, passionné de ce qu'il fait. Et, euh,
Et au bout d'un moment, arriver à se dire, ben, c'est plus possible. Et donc, la première étape, ça a été, avant, je faisais énormément de one-to-one et je pouvais avoir 10-12 séances par jour. Et au bout d'un moment, je suis arrivé à la conclusion que je pouvais plus accompagner comme ça parce qu'il y avait 12 mois d'attente, que j'étais coincé le jour où je me disais, ben là, j'ai besoin de poser. Ben, c'était à 12 mois parce que j'avais pas du tout prévu. Et donc, j'ai dû réinventer le système différemment pour pouvoir toujours accompagner avec qualité et à la fois en préservant aussi mon besoin de pouvoir être plus flexible, plus souple dans le rythme sans anticiper à des mois à l'avance ben, mon état de forme ou mes émotions ou ce qui allait me traverser tout simplement. Et puis ensuite, il y a eu vraiment le fait de me rendre compte que je pouvais pas tout porter tout seul et qu'il fallait que j'accepte aussi d'être accompagné. Et c'est drôle parce qu'en accompagnant les autres, j'étais vraiment dans la dynamique solo en me disant que j'étais indispensable à chaque étape et je pense qu'on passe tous par là. Et tout d'un coup, me dire, mais non, il y a des personnes qui peuvent faire aussi bien, voire mieux. Parfois, il y a des personnes qui vont exceller, qui vont aussi nous faire dézoomer et nous apporter d'autres perspectives. Et puis parfois, il y a des personnes qui vont faire aussi bien ou alors même un peu en dessous et c'est pas grave parce que finalement, le temps que ça nous libère, la charge mentale que ça nous libère, c'est OK aussi. Et donc, ça a été accepté cela et donc accepter aussi de devenir un entrepreneur dans ma tête en fait et de me dire c'est OK d'être un chef d'entreprise en fait et ça n'enlève en rien. Ton intention, ce que tu y mets, la qualité, le sérieux. Et finalement, en faisant ce switch, ça m'a permis de professionnaliser aussi. Trop bien. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Alors, Que ça tu fait es à ton 25 ans compte? que j'accompagne. Et en fait, depuis 2009 à temps plein, mais j'ai commencé à côté de mon ancien travail et où je dirigeais une structure sociale. Je suis juriste à la base. Et après, j'ai bossé dans le social avec des gens en difficulté. Je le faisais tous les soirs, tous les week-ends, toutes mes vacances déjà. Je consacrais à organiser des stages, à donner des soins. Et puis, 2009, ça a été la bascule. D'accord. Juriste de dans quelle spécialité? Alors, je suis spécialisé en pénal et en criminologie à la base. Ah, Euh, d'accord. Ah, donc, voilà. ok, superbe. Ben écoute, est-ce que tu veux nous partager ben justement ben, quelles sont tes intentions, quels sont tes objectifs hein, pour ton business si on devait voir à un horizon d'un an, Hmm. voire plus, hein? Ouais, moi j'ai souvent des objectifs qui sont plus larges. J'ai des supervisions à 5 ans, à 10 ans, à Ah 30 ans. voilà, ben, tu vas nous en parler. Mais pareil, ces visions, elles visent pas que moi en fait. Je me rends compte que, y compris en entreprenant, y compris en libérant pour moi la fluidité, l'abondance, c'est aussi une contribution au monde et pour toutes les personnes que j'accompagne et surtout dans ce milieu de la thérapie, du développement personnel, de la spiritualité, il y a vraiment une dualité très forte où on dit ah oui, on est dans l'unité et puis finalement dès qu'on parle de réussite, dès qu'on parle d'argent, oups, ça se carapate. Il y a la diabolisation de plein de choses, il y a beaucoup de peur liée à ça et si je me dévoyais. Et donc, finalement, au fur et à mesure que je me libère de moi-même, de ces données, au fur et à mesure que je peux incarner avec justesse ces données sans que ça monte à la tête, sans qu'on tombe dans des manipulations ou dans des stratégies qui ne feraient pas sens, finalement, je permets à d'autres de se reconnaître et de pouvoir ouvrir ce champ. Et donc, ma vision, elle est celle-là. Ça va pas être une vision très précise ou stratégique que je vais donner, mais c'est d'être dans ce juste équilibre où tout ce que je me donne, finalement, je l'offre aussi potentiellement à toutes les personnes qui me suivent et qui me font l'honneur de leur confiance. Et donc, du coup, c'est bien sûr me donner ce qu'il y a de plus précieux pour moi aujourd'hui, c'est la valeur temps. Parce que un entrepreneur, il court toujours, ou en tout cas souvent après le temps. On peut se dire, je structure, etc. Mais moi, je fais pas partie de ceux qui bossent 4 heures par jour. Je suis plutôt de team 12 heures par jour que 4 heures par jour. Et encore, je suis en progrès parce que j'ai été à 15-17 heures par jour. Voilà. Bon. Et à la fois, je le regrette pas du tout parce que c'était juste pour moi comme ça aussi pendant ces années-là. Et à la fois, je suis capable de breaker pendant un an et de dire tout d'un coup, je me lève un matin, ça résonne pas, j'annule tout et je prends un billet et je vais vivre ce que j'ai à vivre. Donc voilà, c'est aussi l'accueil de ce qui résonne à l'intérieur, mais cette vision, c'est d'essaimer beaucoup plus large encore et de faire l'alliance aussi entre tout ce qui peut être vu comme pragmatique, scientifique, matériel, et d'un autre côté, ce qui va être subtil et de pouvoir parler à tout le monde et de se rendre compte que, on n'a pas deux visions du monde opposées, simplement on a projeté dessus peut-être une autre vision, mais en fait ces langages peuvent s'accorder et de faire des ponts. Euh,
Et donc, dans les 3 ans à venir, moi, mon but, c'est vraiment de déployer des écoles qui permettent au maximum de personnes d'avoir accès à ces données, pas forcément d'ailleurs pour devenir des thérapeutes, pas forcément pour plonger là-dedans et se reconvertir, mais au contraire pour, dans tous les domaines de la vie, C'est ça. pouvoir exceller et faire vibrer leurs notes, que ce soit des politiques, et je crois vraiment à la nouvelle génération de politiques qui incarneront autre chose, que ce soit dans l'architecture pour incarner un accord avec le vivant et avec la terre différent, que ce soit dans l'art, dans la musique. J'accompagne beaucoup d'artistes et je crois que dans tous les milieux de la vie, chacun peut libérer des entraves pour vibrer sa note de manière beaucoup plus puissante et faire jaillir son génie intérieur. Et donc, mon but, c'est tout en m'économisant et en arrêtant de me cramer, de pouvoir accompagner beaucoup plus largement, beaucoup plus de personnes et tout en pouvant le vivre aussi à l'étranger, en remote quand j'ai envie et continuer de voyager et de profiter justement de ces expériences magiques. Génial. Et d'ailleurs, tu es la preuve, pour le coup, que on n'est pas obligé de se nicher finalement pour réussir. Ouais, alors ça dépend. Certains trouveront que, par exemple, avec les dauphins, je suis niché, hein, mais Ah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais par rapport effectivement à ta cible, ton client idéal, finalement, t'as pas vraiment d'avatar, de persona. Comme tu disais, ça peut être les avocats, ça peut être les politiciens, ça peut être... ouais, alors disons que, en tout cas, ma cible, elle n'est pas en termes de profession, elle est plutôt en termes de mode de fonctionnement intérieur. C'est vrai que j'accompagne de manière transversale sur des métiers, mais j'ai beaucoup de hauts potentiels, euh, D'accord. HPI, HPE, multipotentiels. Mhm. Et hypersensible aussi, mais stabilisé, on va dire. C'est-à-dire qui arrêtent de le vivre en mode victime et qui finalement ont switché dans leur tête le fait que, même s'il y a encore des choses à harmoniser, le fait que ça puisse être une richesse, même s'ils n'arrivent pas toujours à le mobiliser de cette manière-là, et ils arrêtent de subir le monde et ils arrivent à imprimer quelque chose dans le monde. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu une exigence d'excellence et je m'adresse aux personnes qui ont cette exigence d'excellence. Pendant longtemps, j'ai parlé effectivement à un public beaucoup plus large parce que je faisais des conférences et des soins en ligne sur une web TV où il y avait entre 50 000 et 150 000 personnes tous les 15 jours. Donc, du coup, je ne savais même pas qui était derrière les écrans, en fait. Et quand j'ai réduit le champ, effectivement, ce qui vibrait en moi et ce qui générait de la joie, c'était d'accompagner ces personnes qui sentent que, elles sont prêtes et qu'elles vont se donner les moyens à impacter dans ce monde pour un monde meilleur, pour leur vision, et donc d'être à leur côté pour leur permettre de réussir cette mission-là. Euh, et donc, du coup, je m'engage avec les personnes qui s'engagent. Trop bien. Et les personnes qui s'engagent auprès de toi, elles te découvrent par quel biais? Instagram? Est-ce que tu as d'autres, on va dire, supports de communication? Aujourd'hui, c'est principalement Instagram. C'est vrai que j'ai une chaîne YouTube pendant longtemps. Elle est toujours active, mais je l'alimente moins. Et il y a eu beaucoup Facebook, mais pareil, je l'alimente moins. Après, il y a eu des podcasts, mais en ce moment, je suis en pause aussi sur les podcasts. Et par contre, je fais une conférence par mois également, donc une conférence soin. Donc en fait, il y a des personnes qui me découvrent par ce biais-là, qui arrivent. J'offre voilà, chaque mois une conférence sur un thème précis. Et voilà, et puis le bouche à oreille. Trop bien. Super. Maintenant, est-ce que tu peux nous partager à quel moment tu as réalisé qu'il était temps pour toi de passer de solo, indépendant, à dirigeant d'une entreprise, à je m'entoure d'une équipe, même de freelance? Quels ont été, selon toi, si tu te rappelles, les signes déclencheurs? Bah, les signes déclencheurs, bah, ça s'est vécu encore une fois à plusieurs reprises. La première fois où je me suis confronté à ça, euh, bah, j'ai fait marche arrière. Je me souviens d'avoir lu quelques années après Imite, le livre, et de me dire bah, finalement j'étais dans la phase d'adolescence et plutôt que de switcher à la phase adulte de mon entreprise, bah, j'ai préféré régresser vers l'enfance en mode bon, bah, je vais refaire plus petit parce que j'assume pas. Déjà, le changement de statut qui peut être vu comme une réussite, de passer de l'auto-entreprise à une société, a été d'une souffrance absolue pour moi. J'étais là, je voulais pas, j'en ai pleuré. J'étais là, Ah non, ouais? je veux rester à une étape où c'est très simple pour moi de le gérer. Et ça a été un peu la même chose au moment où il a été question de développer une équipe. Mais finalement, moi, j'ai toujours dirigé mon entreprise de manière assez intuitive et sans forcément de curseur, de KPI, de recherche de chiffre d'affaires. C'était plutôt qu'est-ce qui vibre. Et finalement, à un moment donné, bah, ça devait sacrément vibrer parce que j'ai atteint des chiffres qui étaient très importants pour moi et que j'avais jamais visés. Et à ce moment-là, ben, il fallait structurer, quoi. Il fallait que je m'entoure.
Mais ça a été vraiment aussi un cheminement intérieur d'arriver là aussi à me structurer pour recruter les bonnes personnes et pour arriver à les manager, entre guillemets, et à coordonner cette équipe parce que c'était pas quelque chose ni d'inné chez moi, ni de simple d'accepter d'être à la position du boss, quoi. J'avais toujours été plutôt dans la co-création, dans le fait d'un leadership partagé, mais où il y avait certainement la crainte aussi d'assumer le leadership. Et donc, ça a été un vrai cheminement intérieur de dire, bon, mais ok, voilà, je suis là et j'assume cette charge et je botte pas en touche, je suis pas dans l'évitement. Et donc, c'est le chiffre, c'est l'activité qui m'a poussé à ça. Euh, c'est péter mes propres plafonds de verre. Je me souviens avoir fait un accompagnement one-to-one avec une personne qui m'avait inspiré. Et c'est vrai que cette personne, sans qu'elle me renvoie quelque chose de particulier, qui était un coach business, mais inspiré, on va dire, euh, dès la deuxième séance, le simple fait de me connecter à sa vibration et à ce que lui-même incarnait, j'ai fait mon chiffre d'affaires de l'année d'avant en 24 heures. Alors qu'il n'y avait rien de spécial pour que ça se passe, quoi, en fait. Il y avait pas une stratégie particulière. Et à ce moment-là, je me suis dit, la vie te dit d'accélérer. Donc, en fait, c'est le moment aussi où j'ai décidé d'investir aussi pour sortir de la solitude, parce que la vie de solopreneur, c'est beaucoup le nez dans le guidon et être dans sa bulle. Et donc, du coup, j'ai rejoint un mastermind avec lequel je me sentais en adéquation en termes de valeur. J'ai rencontré d'autres entrepreneurs aussi qui m'ont permis de valider, OK, je peux être un entrepreneur parce que je me reconnais dans tes valeurs, dans tes valeurs, dans tes valeurs, et c'était peut-être pas ce qu'une part de moi y mettait. Et donc, du coup, ça a été le fait d'être accompagné, que ce soit en structure, que ce soit en mindset, pour faire des recrutements qui tiennent la route et pour avoir une vision globale de l'architecture de ce que pouvait être ma société, en fait. Trop bien. Et est-ce que tu te rappelles si tu as commis une erreur que tu aurais faite en déléguant pour la première fois et comment tu l'aurais évité? J'en ai commis plein et j'en commets encore. Là aussi, c'est work in progress permanent. Mais la première fois, effectivement, j'ai recruté une OBM. Et, euh, et, et en fait, quand je l'ai recruté, déjà, je l'ai mal accompagné, je l'ai mal onboardé, en fait. J'avais pas de process. Je pense que j'étais pas prêt à ce qu'elle fasse le meilleur, à vrai dire. Je pense qu'une part de moi avait envie qu'on me facilite la tâche et à la fois je me sentais en concurrence. C'est inconscient et c'est avec le recul que je me dis ça, hein, mais finalement je regardais ce qui pouvait ne pas aller plutôt que ce qu'elle pouvait réellement m'apporter. Et je crois aussi que j'ai pas su utiliser ses véritables talents parce que je la contraignais dans ce que j'attendais d'elle, alors qu'en réalité elle aurait pu m'apporter d'autres choses qui étaient peut-être tout aussi précieuses, voire plus, mais que j'ai resté rigide focus sur ce que je pensais être mon besoin principal et ce qu'elle devait faire. Et voilà, et donc du coup, il y a une détérioration hein, de la relation parce que certainement un manque de confiance et une mauvaise communication, un mauvais management, peut-être un micro-management et pas assez de macro, quoi, justement. D'accord, ok. Et Assez c'était... d'élégation aussi. Me rendre compte que je pouvais mettre des objectifs et que finalement, j'allais pas les évaluer ou au contraire, parfois, je laissais pisser sur des choses alors que finalement, j'aurais dû trancher et dire, mais non, là, c'est pas OK et comment je peux t'aider à atteindre cet objectif, mais en tout cas, signifier aussi qu'il n'était pas relevé. Alors que D'accord. Ça fait combien de temps, ça? c'était il y a peut-être 6 ans. 6 ans déjà? Ok, parce que c'est vrai que l'OBM, c'est un Ah, terme peut-être qui moins. existe depuis Ouais, peu, mais ouais, c'est non, possible. ouais, non, c'est peut-être. Non, je dis une bêtise, ça doit être 3 ans plutôt, ouais. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai. Ouais, c'est plus. Parce que c'est vrai qu'OBM, voilà, ça fait 3 4 ans qu'on en parle en France. Donc, ok. Et pourquoi le choix d'avoir une OBM à tes côtés dès le départ? Parce que je crois que... alors j'ai hésité, j'en étais pas au moment d'avoir un intégrateur vraiment. Euh, et à la fois, j'avais déjà des assistantes Ah, et j'avais... ouais, alors voilà, j'ai toujours eu des assistantes, des secrétaires qui m'aidaient sur certains points. Avant, c'était la prise de rendez-vous. Ensuite, ça a été les plannings, des e-books, voilà, donc tu as commencé par des profils d'assistante avant ouais. l'OBM. Ouais, D'accord. j'en ai toujours eu voilà, à un nombre horaire très différent, mais voilà, j'ai toujours eu une personne qui m'accompagnait. Et c'est vrai que là, j'ai senti que j'allais recruter aussi d'autres personnes
et que j'avais envie d'avoir quelqu'un qui puisse m'aider à coordonner, qui puisse m'aider au niveau de la gestion des projets, du suivi des équipes, etc. Et qui soit à la fois dans l'opérationnel, mais avec une petite vision stratégique quand même. Et voilà, et donc je me suis dit, bah, c'est l'occasion d'avoir quelqu'un qui est pas mon bras droit, mais voilà, qui va être dans ma team rapprochée pour pouvoir mieux accompagner aussi le reste de l'équipe. D'accord. Et du coup, pour toi, c'est quoi la différence entre le bras droit, parce que tu dis que c'était pas ton bras droit, et une OBM? Bah, pour moi, le bras droit, je le vois comme un associé, même si c'est pas forcément un associé sur le papier. Et donc, du coup, c'est la vision stratégique, on phosphore ensemble, etc. Alors que pour moi, l'OBM, on va partager des choses, il peut y avoir du brainstorming, etc. Mais c'est une interface entre justement la phase totalement opérationnelle et la phase plus stratégique et visionnaire de notre côté. Alors que euh, pour moi, voilà, l'associé va être, on va être tous les deux dans la phase. Alors, il peut y avoir la complémentarité d'un qui est visionnaire et de l'autre qui va avoir cet aspect pragmatique et qui voit comment mettre en forme. Mais voilà, on est quand même dans cette vision stratégique, Hmm. dans cette prise de hauteur. Et je crois qu'il ne met pas forcément toujours les mains dans le cambouis ensuite, c'est-à-dire qu'il va, même s'il définit un plan d'action, il va le donner à des intermédiaires de l'équipe ou des freelances. Alors que l'OBM peut bien sûr coordonner et fait pas tout forcément elle-même ou lui-même, mais il y a cette donnée de euh, je coordonne, mais je suis pas forcément dans la dimension de tête pensante, entre guillemets. Euh, voilà, c'est comme ça en tout cas que je le vois et qu'on me l'a transmis en fait. D'accord. Ok. Donc, ce serait plus un COO, finalement. Ouais, Un profil COO que OBM, avec plus cette vision stratégique. complètement. Ouais. Du coup, est-ce que tu vas nous parler un petit peu de comment tu as constitué et développé ton équipe pour qu'elle soit autonome et performante? Qu'est-ce qui a été aussi le plus difficile dans ce processus? Donc, tu as commencé par des assistantes. Après, il y a eu profil OBM. Finalement, bah, tu t'es séparé de cette personne. Et aujourd'hui, donc, vous êtes, comment tu Allez. t'es structuré? Ben, après, tu le sais, il y a beaucoup d'évolutions. Donc, en fait, on Ouais. passe même quand on a l'impression d'avoir trouvé la perle rare, ben, elle reste pas toujours. Donc voilà, c'est la vie de l'entreprise. Donc, c'est sans cesse des nouveaux onboarding. C'est sans cesse requalifier aussi ce qu'on va vouloir ou ce qui nous paraît juste d'y mettre. Après, j'ai monté une équipe sales. Euh, que là, je viens d'abandonner, mais pendant un an et demi, j'ai eu effectivement des setters et des closers que j'ai dû former, qui sortaient juste de l'école, que j'ai formés et avec qui j'ai beaucoup grandi en termes d'animation, de porter aussi des valeurs, parce que faire des rendez-vous de vente, c'est une chose, mais moi, je voulais que ce soit du conseil et que ce soit pas de la vente forcée, entre guillemets, ou de l'influence. Je voulais vraiment que la personne qu'on l'aide à clarifier son besoin et qu'elle se sente bien si elle prenait cela. Et voilà, c'était juste que je pouvais pas être à toutes les tâches. Et donc faire passer vraiment les valeurs de l'entreprise, ce que je porte, leur faire comprendre aussi mon univers qui n'était pas toujours simple. Donc ça a été un vrai travail de toute façon avec toutes les équipes d'arriver à ce qu'elles s'imprègnent de mon univers et à ce qu'elles puissent en parler comme j'en parle en fait, alors que c'était quelque chose de très nébuleux et de très étranger pour elle à la base. Et ensuite, bah, j'ai un développeur web avec moi, j'ai un média buyer. Euh, L'équipe aujourd'hui est plus petite. J'étais arrivé à une équipe de 12 13 personnes et aujourd'hui, j'ai resserré sur une équipe de ouais, 4 personnes. Et ça me va bien parce qu'en fait, c'est beaucoup plus souple aussi pour moi de le gérer. J'avais l'impression de passer mes journées à être en réunion plutôt qu'à être dans mon cœur de métier. Et ça me plaisait pas, en fait, parce que ce qui me donne du baume au cœur et ce qui me fait être dans mon énergie, c'est d'être dans le contact de ma mission et pas être en train de gérer quelque chose qui finalement me paraît très étranger à ce que j'ai à cœur de partager. Donc, une équipe plus resserrée, ben, c'est de la souplesse. Et finalement, ben, là aussi, je suis peut-être à contre-courant parce que moi, j'ai lâché tout objectif une nouvelle fois. Il y a une période où je me suis dit, ah oui, croître, ok. Et puis, là, je me dis, moi, dès lors que j'ai ce qu'il me faut pour vivre, ben, je cherche pas à exploser plus, je cherche pas à faire croître plus ma boîte. Si elle croît d'elle-même, ben, je la laisse croître, hein, je vais pas la réduire, mais j'ai pas de velléité autour de ça. Ce que je veux, c'est une écologie à la fois pour les personnes avec qui je travaille et puis aussi pour moi-même.
et puis pour les personnes que j'accompagne. Et donc, du coup, je cherche surtout cette cohérence-là. Comment je peux, encore une fois, incarner du mieux possible ce que les personnes qui viennent me voir recherchent, pour qu'il y ait cette forme de congruence et que je puisse au mieux leur transmettre au-delà des mots et de la théorie. Et donc, j'essaie d'utiliser ma société comme un laboratoire vivant qui me permet sans cesse de recalibrer ces données. Parce que, encore une fois, je crois que c'est jamais acquis et que quand on croit qu'on y est, ben, on n'y est déjà plus. Et c'est être sur cette slackline et sans cesse osciller à gauche, à droite et rester sur le fil et continuer d'avancer. Et puis si on tombe, on espère qu'il y a un filet. Ok. Et donc, je voulais rebondir par rapport à ce que tu as dit. Donc là, aujourd'hui, tu es entouré t'as combien d'assistantes avec toi? J'en ai deux. T'en as deux et t'as un dev web et un media buyer, c'est ça? Ouais. Et les sales, du coup, comme tu t'es séparé des sales, c'est toi aujourd'hui qui s'occupe des ventes ou, enfin, comment ça se passe? Bah, en fait, je fais plus de rendez-vous. Ah, voilà. Les gens, ils achètent directement ton programme sans passer par un call de vente. Ouais. Ce Ok. qui a été le cas pendant hyper longtemps. Et finalement, pendant 2 ans, j'ai eu des calls de vente. Et en fait, bah, ouais, je me suis dit, mais est-ce que tu en as vraiment besoin? Même pour les one-and-one? Est-ce que tu fais encore du one-and-one là aujourd'hui? Ouais, j'en fais moins, mais j'en fais. J'ai des programmes pourtant qui sont assez high ticket, vu que, ils peuvent coûter jusqu'à 5K. Et Ah, ils effectivement, achètent sans rendez-vous. ouais, à la rigueur, ils m'envoient un mail et puis voilà. C'est trop bien ça. Et ça, Ouais, et ça casse la croyance que quand on est sur du high ticket, il faut passer par un call. ouais, ben, en fait, cette croyance, je l'avais pas à la base. Et finalement, je me suis laissé implanter quelque part par ce qui se fait. Et on m'a dit, Oui. ouais, il faudrait, etc. Et puis ça te dégagerait du temps. Sauf qu'en fait, c'est pas la relation que j'ai avec ma communauté, quoi. Et peut-être qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas jusqu'à la décision parce qu'elles n'ont pas eu de call de vente, mais peut-être qu'elles n'étaient pas prêtes, peut-être que je ne suis pas la bonne personne, peut-être que voilà, et je suis pas là pour. Je les assiste ensuite quand elles choisissent d'être au rendez-vous. Euh, mais voilà, je suis pas un vendeur, quoi. Oui, Je, voilà. Et c'est et dire que s'ils ont des questions sur ton programme, elles peuvent te contacter en DM. Comment elles procèdent? Bien sûr, il y a des personnes qui m'écrivent, qui m'envoient des messages, je suis assez présent et de la même manière, j'avais eu à un moment donné une content media manager et c'est vrai que bah, je ne l'ai pas gardé longtemps parce que de la même manière, j'aime être au premier plan, j'aime être au plus près des personnes que j'accompagne, j'aime que ce soit mes mots et j'aime être dans les échanges, même si ça prend énormément de temps, c'est chronophage. Ça peut paraître énergivore, mais pour moi, c'est la base d'être en lien avec les personnes et de pouvoir sentir ce qui se passe. Et donc, du coup, je pense que l'humain et le fait que je partage aussi beaucoup en vidéo, etc., ben, fait toute la différence parce que la personne, même si elle ne sait pas exactement ce qu'il y a dans le programme, elle aura ressenti mon énergie. Et en fait, surtout dans mon milieu, mais je crois que, enfin, moi, je fonctionne en tout cas comme ça, même quand je vais voir un médecin, etc., j'ai besoin de voir son visage, j'ai besoin de ressentir son énergie ou d'entendre sa voix et de me dire, ah ouais, ok, je me sens en fit au-delà de sa spécialité, au-delà de ce qu'il me dira. Voilà, c'est un thérapeute, c'est pareil. Bref, dans tous les milieux, je vais le concessionnaire de bagnole, pareil, j'ai besoin de sentir est-ce que je me sens en fit ou est-ce que je vais être en. Et je pense que sans être perché, on fonctionne tous un peu de cette manière-là. Et donc, le fait d'être dans l'échange, dans le partage, dans les conférences que je fais, bah, permettent aux personnes de ressentir, ah ben oui, je me sens en sécurité, je me sens en confiance. Et finalement, ce qu'il dit résonne en moi. Et donc, du coup, je m'autorise à aller plus loin. Même si le cœur du cursus, je sais pas toujours ce qu'il y a, mais c'est pas grave parce que finalement, c'est pas ça que la personne vient chercher. C'est un espace où elle sait qu'elle va pouvoir se déposer parce que la personne en face hold the space et va être intègre et va coller à ses valeurs, quoi. Ouais, ouais, carrément. Et donc là, en fait, aujourd'hui, par rapport à l'équipe que tu as réduite, finalement, tu occupes à la fois le poste de CEO visionnaire et à la fois de COO d'intégrateur, finalement. C'est toi Ouais, qui coordonne, qui structure ton business ouais. en étant à la fois la partie quand même visionnaire. Ouais, ben, je suis surtout sur la partie visionnaire. Le reste, ben oui, je m'en occupe. Je m'en occupe en dilettant, on va dire. Parce qu'encore une fois, je me rends compte que quand je suis mon élan, ben, ça fonctionne et qu'il n'y a pas besoin Alors peut-être que ça pourrait fonctionner mieux autrement, hein, mais, ou que je pourrais m'économiser encore un peu plus. Mais finalement, ça me va, cette idée de pouvoir au jour le jour me demander qu'est-ce qui est là. Et
et d'aller dans cette direction, même si pendant 3 semaines, j'ai bossé ardemment sur quelque chose, et puis l'instant d'après, ça résonne plus ou quelque chose se présente, et d'être dans cette capacité à switcher et aller dans ce qui est présent au moment. Mais effectivement, je vais être à la fois sur la vision stratégique et sur la vision, quoi. Ok, ok, super. Et donc, au niveau de tout ce qui est gestion de ton entreprise, par exemple, tout ce qui est gestion de tes projets, comment tu les gères avec ton équipe? Bah, alors, je dois encore progresser à ce niveau-là, mais je bosse beaucoup avec l'intelligence artificielle aujourd'hui aussi, qui m'accompagne et qui me permet aussi de phosphorer et qui joue un peu le rôle de bras droit parce que je brainstorme beaucoup, je régule, euh, je challenge, j'optimise mes idées et ça me fait gagner du temps, mais ça me permet aussi de clarifier beaucoup de choses parce que je ne lui demande pas de faire des choses à ma place, mais parce que je vais challenger les idées, je vais ouais, les formater différemment. Ça me permet de mettre en place aussi des process qui me permettent d'aller plus vite, même si c'est moi qui fais les choses, de mettre des automatisations aussi en place qui vont me dégager du temps parce que des tâches récurrentes qui ne demandent pas une plus-value de réflexion vont pouvoir être effectuées. Et donc là, c'est vraiment le gros chantier que je me donne sur 2025, c'est d'avancer beaucoup plus sur cet aspect d'automatisation que j'ai eu tendance à déléguer pendant un temps, mais là, de la même manière, je sens que pour moi, c'est juste de ne rien déléguer que je ne maîtrise pas moi-même totalement. Et donc, du coup, même si c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire, de mettre les mains dans le cambouis à cet endroit, je crois que c'est important, un peu à l'américaine, tu sais, d'avoir vu tous les postes de son entreprise et même le directeur recruté, il va faire tous les postes. Euh, ben voilà, et peut-être que je le redéléguerai, mais je le redéléguerai avec un regard différent. Je pourrai accompagner la personne aussi différemment dans mon équipe si moi-même je maîtrise à minima ces données-là, que je m'y intéresse et que je sais de quoi ça parle derrière. Et puis ça évite aussi qu'on nous la fasse à l'envers, hein. Quand c'est complètement obscur pour nous et qu'on ne sait pas ce qu'il y a, on n'a aucune idée du temps que ça prend, de ce que ça représente. Alors que quand on y a mis un peu les doigts, ben, c'est beaucoup plus clair. Et donc, du coup, on va pouvoir aussi être beaucoup plus en clarté par rapport à ça dans la manière de poser les conditions et le mode de fonctionnement. Hmm. Et du coup, c'est toi qui t'intéresse, tu mets les mains dans le cambouis, comme tu dis, et c'est toi-même qui fais tes propres automatisations. Ouais, alors de toute façon, je suis un fan de l'apprentissage. J'essaie de me dégager, c'est pas toujours simple, mais j'essaie de me dégager du temps chaque semaine ou chaque mois pour déjà faire une veille avec des vidéos. Qu'est-ce qui se fait? Je regarde beaucoup ce qui se fait et je suis un peu geek quand même. Donc, j'aime bien ce côté-là, nouvelles technologies, etc. Et donc, du coup, je regarde, bah, tiens, il y a ces ponts qui peuvent se faire. Tiens, euh, y compris pour mon apprentissage, l'intelligence artificielle m'a permis de faire une veille. Moi, je commande des veilles toutes les semaines sur toutes les recherches en astrophysique, sur toutes les recherches en physique quantique, etc. Et je reçois des digests avec des liens d'articles. Si ça m'intéresse, je vais pouvoir cliquer sur l'article et aller le lire. Je peux le faire traduire, ce qui va me faire gagner du temps plutôt que de me le faire en anglais, surtout quand c'est des termes techniques, etc. Et donc, du coup, ça me permet de rester à la page de plein de choses qui m'intéressent, mais qui me permettent aussi d'être au cœur de mon métier. Et puis de la même manière, de me dire que des fois, il y a des choses, c'est pas la peine que euh, moi-même, je fasse la démarche toujours de créer un contenu, mais si j'ai créé quelque chose qui me dit, hey, là, il y a un contenu à créer, tu nous avais déjà donné des thèmes, tu as fait ta fiche où il y a tous les thèmes, voilà, je te propose des pistes, qu'est-ce que tu veux qu'on améliore, comment, etc. C'est bien aussi que ça puisse revenir vers moi et d'avoir programmé ça. Et puis des automatisations aussi je me suis rendu compte, pour le confort aussi des utilisateurs sur mon site, le fait de pouvoir les relancer s'ils ne se sont pas connectés, être là en soutien. Est-ce que voilà que j'ai une alerte sur bah, tiens, il y a une personne, ça fait 3 semaines qu'elle ne s'est pas connectée à son espace alors qu'elle est en plein cours. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que je peux revenir avec elle? Donc le côté un peu qu'on pourrait attribuer à un success manager. Mais finalement que j'ai à cœur aussi de pouvoir faire en direct, d'avoir un meilleur suivi, plus efficace des personnes que j'accompagne, plutôt que de les laisser décrocher, ou si elles ont une difficulté et qu'elles se sont pas senties libre de revenir vers moi en se disant il est très occupé, etc. Que moi je puisse faire cette démarche et toutes ces automatisations, je trouve qu'elles apportent du confort, mais elles apportent aussi de la qualité dans le lien aux personnes. Elles me permettent là, par exemple, je suis en train de travailler sur un projet où toutes les vidéos des lives que je fais dans mes écoles, euh,
permettrait, plutôt que de se fader tous les lives des différentes années, que quand on cherche une question, ça scanne directement dans toutes les vidéos pour dire, ah ben tiens, à tel horodatage de telle vidéo, Gilles, il a déjà répondu à ça. Et du coup, que la personne, elle ait une sorte de moteur de recherche plutôt que une liste de je sais pas combien de lives disponibles. Et c'est le type d'outil qui, pour moi, est révolutionnaire et apporte un confort client bah, dingue, quoi. Ouais. Tu utilises quoi? Tu utilises Make, Zapier pour les automatisations? Alors plutôt Make, et là je suis en train de plancher sur le côté les nouveaux agents qui ont été intégrés à Make. Et donc là c'est fin de semaine, il faut que bah, ce week-end je pense que je vais aller creuser cette donnée-là. Je me suis fait déjà la playlist de plein de vidéos qu'il faut que je regarde. Et, et voilà, donc je vais aller creuser ça. Et N8N aussi en open source. Et puis voilà, et puis après des automatisations qui peuvent être propres à mon site également. Voilà. Trop bien. Et quelle est celle qui t'a fait gagner le plus de temps? Je crois que automatisation ou Automatisation. quelle est l'automatisation qui m'a. Je pense que c'est celle qui m'aide à faire la création de mon contenu Hmm. sociaux en fait. Parce que en fait, je me suis vraiment rempli tout ce que je veux aborder. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, ah oui, ça va tout créer. Non, pas du tout. Et à la fois, là, il y a un mélange d'automatisation et d'intelligence artificielle qui m'aide vraiment, euh, une fois que je valide des données, à les répliquer et donc à aller très vite parce que je publie tous les jours et avoir un contenu. Moi, je dis, il faut que je passe moins de 20 minutes par jour à gérer mes réseaux. Oui. Euh, et donc, du coup, d'avoir vraiment quelque chose avec lequel je me sens en cohérence, euh, où je sens la plus-value de ce que j'ai amené, où c'est pas un message standard et où à la fois je l'ai suffisamment éduqué pour que bah, ça me ressemble et que ça percute, quoi. Ouais. Et est-ce que tu veux justement nous partager justement comment ça fonctionne, cette automatisation avec l'IA pour faire gagner du temps sur ta gestion de contenu? Alors c'est un peu technique, mais finalement c'est relié à un fichier sur lequel je vais brainstormer moi-même, poser des thèmes et en lien avec mon calendrier aussi éditorial, en lien avec mes lancements. J'établis à l'avance sur 6 mois, sur 9 mois, sur un an, les grands passages et les thèmes qui me paraissent importants pour moi d'aborder. Et donc je fais déjà tout ce travail thématique. Quand je fais un quarterly, je peux le retravailler, mais finalement à l'année, avant, quand je prévois mon année, j'ai déjà un panorama des grandes tendances et des moments où je vais aborder tel thème, tel thème. Ensuite, je les subdivise. Donc, je vais faire tous les angles que j'aimerais aborder. Donc, tout ça, je l'écris sur un fichier. Ensuite, je vais relier effectivement ce fichier et je vais demander euh, toutes les semaines à l'IA d'aller puiser dedans, à regarder ce qui est encore à faire et à me faire des retours en fonction de la date. Je mets des dates d'échéance, de me faire des propositions. Et donc, de là, ça va pouvoir décliner à la fois des posts, à la fois des stories, à la fois un article. Et bien sûr, moi, je le prends pas pour argent comptant, je le prends comme une trame que je vais retravailler, Oui. euh, que je vais faire vraiment mienne totalement, ou alors rechallenger. Mais en tout cas, ça me permet déjà de revenir vers moi et de me dire, ah oui, ça, il faut que tu le gères maintenant. Donc c'est comme si j'avais une assistante qui toquait là et qui disait, hep, ça, on s'était mis telle deadline, où t'en es, etc. Et en même temps, ben, de phosphorer, et parfois de me proposer des angles auxquels j'aurais pas tout à fait pensé, que je trouve intéressants et que je vais aller creuser en les reformulant à ma sauce. Trop bien. Et du coup, t'es plutôt team ChatGPT ou une autre IA? Ou Je suis d'autres IA? Alors, j'en utilise plusieurs, mais je suis plutôt quand même team ChatGPT. C'est vrai qu'on lit tous les jours, ah, ben, il y en a une qui a dépassé, etc. Bon, moi, je suis assez ChatGPT. J'ai peu exploré Claude, etc. Il y en a quelques-unes, j'ai essayé un peu Gemini, etc. Mais bon, voilà, je suis assez ChatGPT. En plus, je trouve que la 3.0 là, est redoutable. J'aime beaucoup voilà, les différentes intelligences qu'ils ont mis en place. Et après, à un niveau visuel, je m'éclate beaucoup avec Midjourney. Mais voilà, je suis allé creuser Runway, Eleven Labs pour cloner ma voix. Enfin, je me suis amusé à faire plein de choses, même si je les utilise plus forcément. Mais voilà, je suis allé explorer ce qui était intéressant et jusqu'où ça pouvait aller.
j'ai laissé tomber certaines choses pour le moment. Peut-être que je m'en ressaisirai un peu plus tard et pour créer des avatars en toute transparence en disant, bon, voilà, là, c'est mon double, c'est pas moi, mais par contre, je suis garant du contenu qui va transmettre et je trouve ça assez intéressant aussi de jouer avec à partir du moment où c'est très clair pour tout le monde. On sent le côté geek, effectivement, chez toi. Ok. Et de manière générale, quels sont les outils, les logiciels que tu utilises pour gérer ton business? Pour gérer mon business, Ouais. Déjà, euh, juste pour en revenir sur la gestion de projet, est-ce que tu utilises un logiciel de gestion de projet type Notion, Asana, Trello pour gérer les deadlines, les échéances avec tes assistantes, avec tes équipes? ouais, alors j'ai un Notion, mais je dois dire que mon Notion, je crois que n'importe quel OBM qui met le nez dedans, pète les plombs parce qu'en fait, il est pas du tout, enfin voilà, il est anarchique totalement. C'est le chaos, mais bon, je m'y retrouve, c'est ça qui est bien. Et effectivement, ouais, j'ai un Notion qui mériterait certainement d'être paramétré. J'ai eu beaucoup des Trello justement que je trouvais assez simples pour en déplaçant des blocs et accrocher à une messagerie quoi. Mince. Euh, J'avais un Slack pour les équipes quoi, en parallèle, et puis maintenant j'ai tout sur Notion. Et donc voilà, ce qui me permet effectivement de dire chaque mois, voilà, voilà les tâches, on revalide, et voilà. Donc c'est le plus simple pour moi. Et après, j'ai très peu d'outils. J'ai mon site, j'ai ma passerelle de paiement Stripe, j'ai mon Notion, et j'ai mes réseaux sociaux, et voilà. D'accord. Et pour communiquer avec tes équipes, c'est uniquement via Notion ou du WhatsApp? Dans WhatsApp, voilà. Ouais, d'accord. Maintenant que c'est une équipe plus réduite et qu'il n'y a qu'une personne par pôle, parce qu'avant, comme il y avait plusieurs personnes par pôle, c'est pour ça qu'il y avait des canaux de diffusion aussi, pour que ils puissent tous avoir la même information, répondre, réguler ensemble. Là, finalement, j'ai une personne par pôle, donc en fait, voilà, je la Ouais, joins directement. trop bien. Et donc, du coup, tout ce qui est to-do list, pour quand tu vas attribuer des tâches à tes assistantes, notamment, ça passe par Notion. Et elles gèrent leur to-do via Notion aussi. Ouais, tout à fait. Très bien. OK. Et du coup, les assistantes, comment tu les as départagées en termes de mission, de rôle, de responsabilité? Bah, disons que il y en a une qui est rentrée avant l'autre et qui était vraiment sur de l'administratif et qui avait pris toute une partie de gestion des mails, etc., de la saisie en tout cas, de la mise en page des données, et puis qui était peut-être un peu moins performante entre guillemets sur le côté site internet, concevoir une page. Alors je lui demande pas d'être un designer web, hein, mais je lui donne un gabarit et il va falloir adapter une nouvelle page, etc., ou remplir du cours. Et donc là, ben, j'ai fait rentrer une autre personne que j'ai formée pour autant dessus, pour que ce soit avec à ma patte, mais voilà, qui est beaucoup plus à l'aise, qui a déjà été dans l'environnement. Moi, j'ai un site WordPress, Elementor, etc., qui était déjà familière en tout cas de cet univers-là, et qui du coup peut ben, incrémenter les cours. Parce que je crée des produits, des accompagnements tous les mois. Donc, en fait, il y a des mini-formations qui se créent tous les mois et donc une page pour s'y inscrire, une page de conférence, etc. Et donc, moi, je lui donne tous les textes, je lui donne tous les visuels et en fait, elle implémente. L'autre va D'accord. être beaucoup plus sur fait le lien aussi avec mon comptable. L'autre fait le lien des factures. L'autre gère les contrats, par exemple avec les hôtels, quand je fais des séminaires, la gestion de salle, etc. Elle va gérer ces données-là et elle met en forme les mails. D'accord. Donc, une plus spécialisée dans l'administratif, l'opérationnel, logistique, et l'autre plus spécialisée tech. Ouais, exactement. D'accord. Super. Et c'est toi qui les as formés, la partie tech, c'est toi qui l'as formé sur les landing pages, ouais, les Ouais, tunnels de vente. ouais, tout à fait. Et tous les landing pages, tunnels de vente, ou même, je sais pas si tu fais voilà, des conférences et masterclass, tout ça, tout est Mm. hébergé sur ton site web. Ouais. D'accord. OK. OK. Super. Et est-ce que tu peux nous parler un peu justement, quel a été le premier système ou process que tu as mis en place et justement, voilà, comment, et qui a changé vraiment ton quotidien, comment tu l'as mis en place? Pour une question, il faut que je me souvienne quel a été le premier process que j'ai mis en place. Je sais même pas.
Euh, Ou par exemple, est-ce que tu peux nous dire bah, quel est ton process d'onboarding client? Parce que tu nous as parlé d'IA, d'automatisation, donc je suppose que tu as déjà automatisé pas mal de choses peut-être dans ton onboarding client. Ouais, alors là, ça a été un chantier assez récent au final, parce que de la même manière, j'étais beaucoup dans la création, mais peut-être au niveau de la livraison, je me suis rendu compte que ça pêchait dans la prise en charge, effectivement, dans l'onboarding. Donc là, j'ai créé des séquences automatisées qui vont permettre aux personnes déjà de comprendre comment ça fonctionne sur mon site, comment elles peuvent avoir accès aux cours. Aussi comment communiquer entre elles et avec moi pour être le plus efficace possible. Donc en fait, j'ai des groupes ensuite de discussion sur lesquels ils peuvent, en fonction des formations, venir. Donc ils vont recevoir toute une séquence avec bien sûr la bienvenue, comment j'ai accès aux cours, comment je fais si j'ai un problème. Comment je peux communiquer, quel hashtag je peux mettre finalement pour dire déjà quelle est la thématique de mon message. Est-ce que c'est un SOS? Et donc, du coup, il faut venir très rapidement apporter un secours. Est-ce que c'est un témoignage? Donc voilà, je catégorise les types de messages qu'ils peuvent envoyer, ce qui permet à chacun de s'y retrouver. Je crée d'ailleurs des groupes de discussion thématiques Ah, du ensuite. coup, tout ça, tu le crées sur quoi? Sur quelle plateforme enfin, sur une plateforme de communauté, de gestion de communauté? Ouais, alors pour le moment, c'est des groupes Facebook. Voilà. Ah, j'ai également une communauté, la possibilité de créer ces groupes sur mon site, mais je l'ai fait créer et finalement, je trouve pas ça hyper fluide en termes d'expérience. Donc, du coup, je suis reparti sur Facebook, mais je m'intéresse, j'ai pas mal de potes qui sont sur soit Discord, qui est très à la mode. Certains ont mis des Slack et d'autres sont sur School, par exemple. Et c'est vrai que voilà, je commence à regarder ce qui se fait à côté. Mais pour le moment, voilà, les groupes Facebook font le job. Et donc voilà, raccrocher avec des messengers de discussion derrière. Et donc, j'ai toute une séquence d'automatisation qui va permettre à la personne de rentrer dans l'univers, de comprendre exactement ce qu'il y a, de lui donner les tempos, comment ça va fonctionner. Et je vois que c'est vrai qu'avant, je faisais pas cet effort ou je l'avais pas vu parce que déjà, je suis quelqu'un d'assez autonome et parce que mon cœur, il était sur la plus-value que j'apporte en termes techniques, en termes de compétences au cœur du métier. Et je me rends compte que ce qui va faire la différence, c'est aussi que la personne, elle se sente accompagnée, qu'elle sache. Donc, c'est tout le récapitulatif des dates qu'il y aura sur l'année, des lives, etc. Elle reçoit progressivement toutes ces données, mais pas en un bloc, pareil, pour que ce soit digeste. Je me suis beaucoup intéressé à l'andragogie aussi. Et du coup, qu'est-ce qui va... l'équivalent de la pédagogie pour les adultes, donc, et ce qui va faire que les formats de vidéos d'enseignement vont être paramétrés pour pas qu'il y ait d'overdose, pour que la personne puisse en prendre le meilleur. Et pareil sur ma séquence d'onboarding, en souhaitant la bienvenue, mais en donnant aussi au compte-gouttes les infos clés pour qu'elle s'y retrouve et qu'elle soit pas noyée. Hmm, trop bien. Et justement, juste avant l'onboarding, quand les gens payent, puisqu'on est sur du high ticket, est-ce que c'est des virements bancaires pour toi ou est-ce que c'est plutôt, tu as mis en place un Stripe pour enfin, pour le virement des grosses sommes d'argent comme ça, comment tu gères? Alors moi, c'est effectivement, j'ai une plateforme, enfin, il y a une passerelle vers Stripe, et donc les Ouais. personnes peuvent payer soit en CB, soit en virement SEPA, enfin prélèvement du coup, soit ils peuvent aussi payer par Apple Pay ou Google Pay maintenant. D'accord. OK. Et tu gères beaucoup des échéances, des paiements plusieurs fois ou pas? Ouais, il y a beaucoup de personnes et pour moi, ça me tient à cœur de rendre les choses accessibles, même si ça a un coût et que ça représente un investissement. Donc, c'est vrai que je vais jusqu'à 12 fois sans frais sur des programmes qui sont sur 12 mois pour permettre aux personnes d'y avoir accès. Alors, c'est vrai que c'est de la gestion, c'est du temps, c'est des frais avec des échecs de paiement parfois tous les mois qui se font et donc, du coup, devoir faire le suivi de ça avec les personnes et trouver des solutions pour qu'elles puissent rester dans la formation parce que ça leur apporte et à la fois pouvoir gérer les échéances et les contingences de la société. Mais à la fois, je trouve que voilà, ça me met en joie aussi de pouvoir répondre présent pour les personnes Oui. à ce niveau. Et du coup, le fait que elle te fasse pas de virement bancaire, mais plutôt, comme tu dis, elle passe par un système comme Stripe, toi, ça te permet derrière, du coup, de générer toutes les automatisations que tu as prévues. Sans passer, tu vois, ouais, c'est ça. Alors, il y a
effectivement, Stripe informe mon système, Mm. mon site internet. De là, ça met un tag et de là, effectivement, le tag et le trigger qui va déclencher les séquences, etc. Trop Et bien. de la même manière, si tout d'un coup, il y avait un échec de paiement qui se perpétuait, le tag va sauter. Donc, la personne ne recevra plus les mails mensuels, par exemple, l'accès aux cours, etc. Tout va effectivement être automatisé à ce niveau-là. Ok, superbe. Oh, ben écoute, génial. Et du coup, aussi, tu as aussi automatisé la facturation. Ouais. Tu passes par Quaderno, des logiciels de ce type ou... Alors ça a été internalisé au moment où j'ai fait créer ma plateforme. Et donc, j'avais pris tout un pack qui faisait que toute cette configuration-là était faite. Donc là, j'y ai pas mis les mains pour une fois. C'est vraiment le développeur voilà, avec qui je restais étroitement lié, qui, sur certaines données vraiment très techniques et qui touchent vraiment au propre de la construction du site, œuvre pour moi. Et voilà, je lui délègue. Il est beaucoup plus geek que moi. Et voilà, j'ai toute confiance dans son expertise. Trop bien. Et je voulais revenir à ton... Parce que tu disais que tu travaillais beaucoup. Ouais, Combien? 12 heures Non, 12 heures par jour, c'est ça? ouais. D'accord. Comment tu organises tes journées, tes semaines? À quoi ça ressemble ton agenda? Ben, mon agenda, il y a en principe au moins un rendez-vous de séance avec une personne en live, plusieurs interventions, une à deux par semaine, comme ici sur le podcast. Après, c'est beaucoup de création de contenu, création de programmes, de mails, euh, un peu de vision stratégique quand même. Euh, et puis, tous les soirs, enfin pas tous les soirs, mais là par exemple cette semaine j'en ai quatre. J'ai quatre soirs dans la semaine où j'ai des lives. Donc je fais ma journée, en principe je commence à 9h. Enfin je fais mes réseaux sociaux, etc. à 7h. On va dire que de 7 à 7h45, je suis en train de gérer des posts, des automatisations ManyChat en même temps derrière, etc. Donc je mets tout en place le matin. Ensuite je vais m'aérer, je vais marcher en nature. Je reviens, fin près 9h, je me mets vraiment à bosser l'esprit clair. Donc en principe, je regarde ma propre to-do avec tout ce que j'ai repoussé parce que je repousse beaucoup de tâches par contre. Et c'est vrai que là, je me pollue pas mal le mental sur les choses que... Donc je suis en train d'essayer de faire un truc de je peux jeter, je verrai plus tard. Et ça, c'est vraiment urgent là. Je sais les tâches en tout cas que j'ai à faire rapidement. Donc là, par exemple, je prépare et je fignole le programme du voyage que je fais la semaine prochaine. Donc voilà, tout le programme en détail de ce qu'on va vivre en fonction de ce que je ressens des personnes. Euh, L'organisation donc du lancement. Par exemple, demain, j'ai un lancement avec conférence soins et promotion sur une école. Donc voilà, je vais préparer tout ça, mais en réalité, sur un mois, il y a toujours ces échéances-là. J'ai des échéances de un mois à un mois. Donc finalement, je me découpe en 4 semaines. Euh, L'après-midi, ça va être la même donne. Ensuite, je prends ma pause, hein. Je dis les pauses qui sont très importantes pour moi et qui m'aident à continuer. Je vais aller faire 1h30 à 2 heures de sport qui vont me permettre à la fois de décharger et à la fois d'être refait comme si je commençais une nouvelle journée. Je rentre et en principe, j'entame voilà, la soirée d'accompagnement. Et donc là, je vais faire un live de 21h à 23h ou minuit avec des élèves que je vais accompagner. Voilà. Et on recommence le lendemain. Trop bien. Ouais, donc je vois que c'est assez chronométré, mais en fait, tu t'y retrouves dans ce rythme. Ouais, je m'y retrouve parce que en fait, au final, quand je suis au contact des personnes, par exemple, que je fais un live comme hier soir de 2h30 ou de 3h, alors ils font pas toujours 3 heures, hein, mais moi je sors de là, je me sens pas vidé, quoi. Les personnes m'ont pas vidé, je suis plein d'être au rendez-vous avec ce qui me fait vibrer et de communier avec des gens. Parfois, ce qui peut me peser un peu plus, c'est quand on est tout seul derrière son ordinateur, parce que moi, c'est pas pour ça que j'ai signé, quoi, en fait. J'ai signé pour être dans l'échange, j'ai signé pour être dans le partage, mais pour pouvoir vivre ces partages, j'accepte aussi qu'il y ait une partie qui me demande d'être plus dans la conception, etc. Mais j'essaie de rester vigilant au fait que ça prenne pas le pas. Et même si parfois ça représente un peu plus d'heures, que ça reste léger. Et quand arrivent des beaux jours comme là, on en parlait un peu en off, euh, j'essaie d'être vigilant à pouvoir faire pas mal de choses en extérieur. Et donc, il y a tout ce que je vais faire, par exemple, le matin, où je vais me faire une journée en continu. Je vais peut-être parfois même commencer à 5h du mat. Et à 13h, j'ai fini et il me reste
que certaines choses à faire que je peux faire du téléphone et je peux aller à la plage et je peux gérer certaines choses en étant entre deux baignades, en prenant le soleil, en me rechargeant et donc en rendant l'expérience beaucoup plus légère. En hiver, c'est plus difficile. J'ai tendance à être ours dans ma caverne et à bosser sans cesse, mais dès que les beaux jours arrivent, ça me permet de disrupter et de couper un peu plus. Ouais. Trop bien. Ben, écoute, on arrive déjà à la fin de cet épisode. C'est passé vite. Je Ouais. vais te laisser, je vais te laisser le mot de la fin. Donc, bah, par exemple, voilà, si un entrepreneur souhaite passer d'indépendant, de solo à dirigeant, à s'entourer d'une équipe, etc., en espace allez, de 6 mois, quelles seraient, selon toi, les 3 actions clés à mettre en place? Un bon recrutement, savoir vraiment ce qu'on veut, euh, faire une fiche de poste précise et aussi écouter ses red flags. Je crois que moi, j'ai pas voulu les écouter, que ça a été ouais. Enfin, je vais pas redévelopper, on arrive à la fin, mais je crois que écouter son ressenti, écouter les valeurs. Je pense que moi, je préfère prendre quelqu'un qui a pas toutes les compétences, mais qui peut monter en compétences. Mais on pourra pas changer le savoir-être. Donc, si ça matche pas, si on n'est pas en osmose, si on n'est pas en confiance, si on ne se comprend pas, si on n'avance pas dans la même direction, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est vraiment écouter ça. Euh, et c'est aller creuser à l'intérieur de soi aussi, parce que parfois on veut des choses, mais on n'est pas prêt à se les offrir. Donc aller creuser tous les interdits intérieurs qui font que on a besoin de se sentir indispensable, etc. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de ça. Et puis aller creuser avant même de développer une équipe, aller creuser tout ce qu'on fait qui ne sert à rien. Donc Eisenhower, Matrice, revenir à une loi de Pareto aussi, un bon 80-20 et regarder et rechallenger sans cesse, est-ce que ça impacte vraiment ou est-ce que je le fais pour m'occuper, est-ce que je brasse de l'air? Et ensuite, effectivement, pouvoir déléguer des choses très concrètes parce que moi, je me suis rendu compte que j'ai essayé de faire déléguer des choses qui étaient du vent et que j'allais payer pour du vent plutôt que pour des choses qui étaient réellement essentielles. Il a fallu que je repose un regard dessus pour me rendre compte que bah, ça, à la limite, on pouvait le laisser tomber, mais que c'était ça vraiment sur lequel ça avait une plus-value. Donc, être très au clair sur ça, avoir suffisamment de recul et être OK aussi pour kiffer sans éviter. C'est-à-dire que, dernière chose, je me suis rendu compte que parfois, j'ai voulu déléguer des choses que je ne voulais pas gérer. Et un peu comme quand j'ai dit qu'il fallait peut-être connaître à peu près tous les postes, au moins un peu. De la même manière, je crois que ça ne doit pas être un évitement de quelque chose, mais ça doit plutôt être tout d'un coup, ben, je peux plus tout gérer, donc je choisis stratégiquement ce que je délègue, mais je peux aussi le porter. Voilà. Et je Trop crois que ça bien, fait toute la différence. clairement. Ben, écoute, merci pour tout, Gilles. Et si les gens veulent venir te suivre, c'est quoi le meilleur moyen? Instagram, Gilles_Delioz, et vous êtes les bienvenus. Superbe. Ben, on mettra tout ça en lien dans l'épisode. Merci beaucoup. Merci À à très toi. vite. À très vite.